Pour la petite anecdote, vous êtes l'avocat principal du plus grand fait divers de l'histoire de France. C'est ChatGPT qui le dit. J'ai toujours pensé que la justice était juste avant de prêter serment. Ouais. Et je sais aujourd'hui qu'elle ne l'est pas. Le secret de l'instruction est une farce en France. Vous pensez qu'ils sont payés pour balancer ces informations? Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. La notion même de liberté, la notion même de démocratie sont des notions qui actuellement, je trouve, partent complètement en lambeaux. Vous leur mettez des grosses obligations à tous les niveaux et vous faites d'un jeune chef d'entreprise de 25 ans le mouton parfait. Je défends aussi les gens que je n'aime pas. Mais est-ce que ça vous donne envie de bien le défendre? Moi, il y a deux endroits qui me font peur. C'est le palais de justice et l'hôpital. Plus l'hôpital quand même. Eh ben, non. Maître Schwerdorfer, vous avez une lourde responsabilité. Vous inaugurez le nouveau micro. Et la nouvelle tablette. Il faut en racheter une. Ah bah voilà, c'est mort. Bon bah on a perdu un micro, on a perdu une tablette. Je vais y aller. Faites attention avec le maillet, hein. On en a qu'un seul. Ok, on va y aller doucement. Vous lancez le nouveau micro, vous êtes le parrain d'honneur de cette nouvelle édition, nouvelle saison. Eh bien, ça faisait 4 ans que ce micro était en place. Ça faisait 4 ans qu'il m'attendait et malheureusement, voilà. J'inaugure le nouveau micro. Exactement. Donc, mais c'est quand même un plaisir d'inaugurer le nouveau micro de Télédroit. Eh ben, ça me fait également plaisir. L'ancien, il a accueilli 111 invités. D'accord. 111 avocats, personnalités ça fait beaucoup. Assez connues, ouais, c'est pas mal. J'en profite aussi pour saluer Booba, qui est à l'origine de ce changement. Et il a bien fait. Il a raison. Ça faisait longtemps. Il est très télégénique, celui-là. Ouais, c'est vrai. Puis il connaît en imagerie, Booba, donc on lui fait confiance. Je suis très heureux en tout cas que vous soyez le parrain d'honneur de ce nouveau micro. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Vous venez tout droit de Besançon. Exactement. Je vous propose de lancer cette nouvelle saison de Télédroit. Et du coup, ça sera le À la barre qui va inaugurer ce nouveau micro. Non, c'est un petit plaisir. Dès que vous êtes prêts, vous tapez à la barre. Vous avez fait vos études d'avocat assez tard. Vous êtes devenu avocat à 32 ans. C'est ça. Comment ça se fait que vous êtes devenu avocat aussi tard? J'étais lent. Ah ouais? Non. En fait, après mon bac, j'ai été en fac de lettres. Parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était les langues étrangères et le tourisme et le commerce. Et puis en fait, je me suis ennuyé à la fac de lettres. Et puis je suis parti travailler un peu partout. Et puis je suis parti vivre à l'étranger. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Irlande. Ensuite, j'ai travaillé dans l'hôtellerie aussi pendant pas mal de temps. Et puis arrivé vers 23-24 ans, je me suis dit... ça fait tard quand même pour commencer les études. J'avais le bac. Et puis... j'étais pas pressé, je vivais bien, j'étais heureux. Je voulais pas un métier comme mon père où on réfléchit beaucoup. Il faisait quoi, votre papa? Mon père, il a fini, il était général de division. Et donc, c'est quelqu'un qui travaillait énormément, ouais. Toujours dans ses dossiers, etc. Moi, je voulais un métier dans lequel, quand je rentre chez moi, c'était terminé. Et puis, je voulais gagner mieux ma vie que ce que je gagnais. Et donc, j'ai repris des études. Et j'ai dit, pourquoi pas le droit? Je vais essayer, il y avait le droit et médecine qui m'intéressait. Et puis, le droit, en fait, ça s'est plutôt bien passé, ça m'a passionné. J'ai redoublé ma 2e année, j'ai raté une fois l'examen de l'école d'avocat, et puis après, voilà, j'ai fini 2e au concours d'entrée la 2e fois, avec mon meilleur ami Claudel Delumeau, qui est avocat à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et puis, j'ai commencé le métier, effectivement, j'ai prêté serment, j'avais 32 ans. Vous avez dit que vous étiez quelqu'un qui voulait une certaine paisibilité quand vous rentriez chez vous. Mais en tant qu'avocat pénaliste, c'est compliqué de l'avoir, non? Je ne l'ai plus. Voilà. Donc au final, c'était un pari raté sur ce point-là. C'était un pari raté sur ce point-là, mais le problème, c'est que il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si on veut une activité avec laquelle on gagne bien sa vie, vous auriez il y a des responsabilités qui vont avec. Vous auriez pu faire avocat, par exemple, en propriété intellectuelle. Alors, j'ai pas choisi d'être avocat pénaliste. En fait, on choisit pas sa matière. J'aurais pu dire je veux faire du divorce. Les gens m'ont choisi. Au début, je ne faisais que du droit du travail. C'est ce que j'aimais d'ailleurs, le droit du travail. Combien de temps vous avez fait ça? J'ai fait ça 1 an et demi. Ensuite, j'ai quitté mon patron parce que j'ai eu qu'un seul patron. J'ai monté mon cabinet. J'étais trop jeune pour avoir des chefs d'entreprise et des entreprises en droit du travail. Et petit à petit, j'ai eu des gens qui sont venus me contacter pour du pénal. Et puis là, j'ai commencé à travailler essentiellement en procédure pénale, ça m'a passionné. Et en l'espace de 2 ans, j'ai développé une clientèle pénale conséquente. Et puis après, je n'ai fait plus que du pénal.
Voilà. Ok, ben Le pénal m'a choisi, je n'ai pas choisi le pénal. Et ben justement, parlons-en. Pour la petite anecdote, vous êtes l'avocat principal du plus grand fait divers de l'histoire de France. C'est ChatGPT qui le dit. Hein. Oui. C'est énorme. C'est injustifié. Ah, d'accord. L'affaire Daval est une affaire criminelle ordinaire. Des affaires Daval, il s'en passe beaucoup en France tous les ans. Et c'est une affaire pour plusieurs raisons sur laquelle la lumière a été mise. Et la lumière n'a jamais quitté cette affaire. Y compris toujours maintenant, actuellement. Hein. J'ai remarqué que les journalistes, dès qu'ils peuvent parler de l'affaire Daval, ils parlent de l'affaire Daval. En parlant de Guy Georges, d'ailleurs. Par exemple, notamment en parlant de Guy Georges et suite à l'interview de la maman de Jonathan. Nous, avec Maître Spatafora, on n'avait pas compris que cette affaire prendrait une telle ampleur. Ok. Rien ne le justifiait. Mais après analyse, tous les personnages de cette affaire sont quand même très singuliers. Jonathan Daval. Alexia, son image, a beaucoup marqué, a beaucoup interpellé. La joggeuse au départ. L'un des avocats, Jean-Marc Florent, avait une personnalité très, très singulière. C'était aussi l'avocat qui avait fait acquitter Patrick Dils, un excellent communicant. Les parents d'Alexia, qui ont parfaitement joué le jeu de la médiatisation. Les avocats de Jonathan, que ce soit moi ou que ce soit Maître Spatafora. Et puis la façon de procéder, c'est vrai qu'on a cassé les codes. On s'est exprimé avant le procureur de la République pour annoncer les aveux de Jonathan Daval. On avait raison de le faire. La Cour de cassation a confirmé qu'on avait le droit de le faire. Il y a eu une évolution du droit, notamment pour la communication des avocats de la défense, et tant mieux. Mais je conçois que c'était à l'époque novateur, singulier, choquant. À quel moment vous vous êtes dit que cette affaire était d'une très grande ampleur? C'est les médias qui vous l'ont alerté? C'est votre recul? C'est à quel moment de la procédure ça s'est passé, ça? En fait, on a compris que c'était d'une grande ampleur après le premier week-end qui a suivi la garde à vue. Jusque-là, on n'avait pas du tout compris. Moi, j'étais persuadé jusque-là qu'on parlerait de l'affaire Daval une semaine et qu'on n'en parlerait plus après jusqu'à son procès. Ok. Mais en fait, jour après jour, ça continuait. C'était constamment. J'ai refusé énormément d'émissions de télé, d'interviews, etc. Mais pendant combien de temps, jour après jour? Ça a duré jusqu'au procès. Là, je trouve l'intérêt, la surmédiatisation de l'affaire Daval a duré jusqu'à son procès. C'est pas trop compliqué de travailler quand même sur d'autres affaires alors dans ce cas-là? Non. Vous avez la tête ailleurs si vous êtes toujours déconcentré? En réalité, nous, on nous parlait beaucoup de l'affaire Daval, sachant que plusieurs mois déjà avant, on avait commencé à intervenir dans l'affaire Péché, qui est une affaire d'une envergure autre en termes criminels, beaucoup plus complexe. On a énormément de dossiers criminels à gérer, donc en réalité, on a vécu cette médiatisation comme un paramètre supplémentaire qui nous a pas trop gêné, qui n'a pas changé grand-chose au niveau de la vie du cabinet, même quand on a été très critiqué. Sur combien de temps ça a duré? Vous voyez, l'affaire Daval, c'est 2017. La folie, c'est février 2018, la garde à vue de Jonathan Daval. Et puis, tout ça va durer jusqu'au procès de Jonathan Daval à Vesoul. Il me semble que c'était 2021. Il y a eu un passage important dans cette médiatisation, c'est lorsque Jonathan Daval avait dit publiquement qu'il n'était pas le criminel, entre guillemets, quoi, de cette affaire. Alexia déménageait et courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans les planifications de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges. Le profil de Jonathan Daval ne concordait pas avec le profil d'un meurtrier. Ok. Et que si on l'a pensé avec Maître Spatafora, quand on l'a reçu, quand on l'a entendu, quand on l'a vu, on s'est dit c'est pas possible. On peut pas être impliqué dans la mort de sa femme. On s'était trompé. C'est un a priori. Il faut jamais juger les gens sur des a priori. On fait beaucoup d'erreurs. Mais parfois nous aussi on a des a priori et des préjugés. Et il faut savoir s'en départir. On s'est trompé, mais ça peut arriver dans les affaires criminelles. Et on est passé d'avocat de partie civile à avocat de la défense, comme ça arrive de toute façon assez fréquemment dans les affaires criminelles. Médiatiquement, vous en avez aussi beaucoup bavé quand même. Il y a eu Marlène Schiappa qui s'est immiscée dans l'affaire. Il y a eu, vous avez été poursuivi pour violation du secret de l'instruction. Est-ce qu'on peut le dire? C'est l'affaire. Ouais. Vous en êtes remis de ça? Est-ce que c'est du coup, ça rejoint la question principale de cette première question. On peut le dire, c'est l'affaire la plus exposée que vous ayez eu à traiter quand même.
C'est l'affaire la plus exposée. Tout ce qui touche à l'affaire Péché est ultra sensible en réalité en termes médiatiques. Très sensible avec le parquet, très sensible avec l'instruction. Mais non, d'un point de vue médiatique, effectivement, l'affaire Daval, on a été exposé. Effectivement, dans l'affaire Daval, on a pris des coups. Et sévères. On a eu des critiques extrêmement violentes, notamment de certains confrères qui se sont permis de dire des choses, enfin, qui étaient inimaginables. On a été poursuivis, mais au bout du compte, on a été relaxé de tout. C'est une épreuve. Et ça fait partie, la vie n'est pas linéaire, il faut savoir, quand on est dans la lumière, il faut savoir aussi prendre des coups, on en a reçu, il faut savoir les rendre, il faut savoir les encaisser, et puis il faut passer le cap. Je n'en veux à personne dans l'affaire Daval. Et beaucoup de mes anciens détracteurs sont aujourd'hui devenus des amis. Vous savez ce que beaucoup m'ont reproché, je me rappelle d'un grand avocat parisien qui m'avait dit ça, qui m'avait beaucoup critiqué sur les plateaux de télé, il m'a dit, mais on s'était croisés par hasard, et puis il m'avait invité à dîner pour s'excuser. Il m'a dit, mais tu sais, quand on a vu ta tête à la télé, on s'est dit, c'est qui ce mec? Il se croit où? Ta coupe de cheveux, mais tu te prenais pour qui? Moi, j'ai attendu 25 ans avant de passer à la télé, et toi, tu débarques comme ça. Donc, il y a eu un côté épidermique. Il y a eu un style qui n'était pas le style parisien. Il y a eu une façon de parler qui n'était pas le style de nos confrères qui ont suivi le cursus parisien. Et c'est vrai qu'il y a eu un choc. Voilà. Il y a une question que je me pose souvent, et je trouve que les médias n'en parlent pas beaucoup, c'est le regard du client vis-à-vis de la télé dans une affaire aussi exposée. Je sais pas moi, mais Dominique Pellicot, Jonathan Daval, tous ces gens-là, ils regardent la télé quand ils sont détenus. Comment ça se passe qu'ils se voient? Ils le subissent, hein, complètement. Vous leur conseillez de ne pas regarder? Non, ou plutôt au contraire de regarder pour aller chercher des arguments contraires? On ne leur conseille rien au niveau médiatique parce que déjà on n'est pas des professionnels de la chose médiatique. Deuxièmement, par exemple pour Jonathan Daval, j'avais appris qu'il regardait tout dans sa cellule. Parfois ça a été difficile parce qu'il entendait des choses qui étaient fausses, parce qu'il entendait des choses qui étaient transformées, déformées. C'est très difficile, mais il faut savoir que dans la prison où se trouve le détenu, tous les autres regardent. Tout le monde. Donc vous n'y échappez pas. En fait, vous subissez la chose médiatique à ce moment-là, et vous ne pouvez, soit vous y participer aussi, pour essayer de tempérer certaines choses, soit vous laissez complètement tout faire. Comment y participer? C'est plus compliqué quand on est entre quatre murs. Le détenu, lui, ne peut rien faire. Ouais. Il ne peut pas s'opposer, d'accord, il ne peut pas interdire, il ne peut pas intervenir, donc ça ne peut être que par le biais de son avocat. D'accord. Mais il subit tout, y compris pendant son procès. Et vous aussi, vous regardez à fond tout ce qui se passe? Non, ou vous laissez un recul pour ne pas être perturbé? Non, nous on connaît le dossier, c'est tout ce qui nous intéresse. Ce qui se dit ensuite dans les médias... ils sont très informés, les médias. Et ils sont extrêmement informés. Mieux que les avocats, bien sûr. Pour l'affaire Daval, pendant la garde à vue, les médias étaient plus informés que nous de ce qui allait y avoir dans le dossier. Les gendarmes avaient balancé les informations à certains journalistes, un journaliste, je crois, du Point, qui avait mais absolument tout, avant qu'on commence la garde à vue. Donc vous aviez appris des informations qui étaient On a appris des informations dans le journal. En direct, ouais. Qu'on n'avait pas, que les gendarmes nous avaient même pas encore donné. Et vous y croyez à ces informations? Parce que... Non, au début, on s'est dit, je me rappelle avec Maître Spatafran, on était en voiture, c'est notre associé Maître Pichoff qui nous envoie l'article du Point, où on parle des pneus, on parle du bruit, de la plaque, on parle des draps, et on se dit non, c'est de l'intox, c'est pas possible. C'est faux, ils ont laissé filtrer des fausses infos, on peut pas avoir ça dans la presse. On n'avait même pas encore commencé les auditions, c'était dans la presse. Est-ce que vous les attaquez en diffamation alors, dans ce cas-là? Comment vous... Alors, il y a eu une enquête sur les fuites concernant l'affaire Daval. Je sais que cette enquête a abouti manifestement à la direction centrale de la gendarmerie nationale. Bon. Mais lequel des gendarmes a balancé les infos, c'est pas possible de le savoir, parce qu'ils sont plusieurs à utiliser les postes téléphoniques. Mais en tout cas, voilà, ils avaient laissé filtrer toutes les infos. Mais c'est vrai que parfois les journalistes sont plus informés que nous. Mais j'ai l'impression que c'est une tradition française aussi, de balancer l'instruction, non? Oui, puis c'est que le secret de l'instruction est une farce. Il suffit de lire le livre de Michel Néret, l'ancien commissaire de police, qui explique comment agissait Claude Guéant le concernant.
Le secret de l'instruction est une farce en France. Vous pensez qu'ils sont payés pour balancer ces informations? Non, c'est gratuit? Non, c'est gratuit. Quel est l'intérêt pour le voir? C'est un échange de bons procédés, parce que les journalistes, parce que des magistrats, parce que des gendarmes, parce que des avocats peuvent avoir besoin de la presse et réciproquement. En fait, c'est tout un petit monde qui se connaît très bien et où les informations circulent beaucoup. Alors, deuxième question. Ouais, pas besoin du maillet là, pour le coup, ça y est, on a lancé déjà. Convaincre un juge, une audience. Alors, ouais, arme de persuasion, ça c'est la deuxième question. Quel est le principal levier que vous actionnez pour convaincre un juge, une auditoire? Donnez-nous votre petit secret, votre petite recette magique pour essayer de convaincre le public. Il n'y a pas de recette magique, il y a des équations qui se font. Le droit, c'est assez proche des mathématiques, c'est intéressant. Des équations de fait combinées avec des équations de droit pour arriver à livrer une démonstration. J'essaye toujours de ne jamais trahir les éléments d'un dossier, factuels d'un dossier. De ne jamais mentir, de ne jamais déformer la réalité pour pas qu'un juge se méfie de moi. Quand je dis quelque chose sur un dossier, c'est que je l'ai lu, c'est que je l'ai vu, c'est que ça existe. Et ensuite, il y a l'interprétation. Et c'est là-dessus que la conviction peut se faire. L'interprétation d'une situation, l'interprétation d'une déposition, l'interprétation d'un comportement. Et c'est là où on rentre dans le côté plus subjectif et où le juge, lui, va être le juge de l'interprétation de la défense, l'interprétation de l'accusation. Et j'essaye toujours d'être très synthétique. Je pars du principe que, par exemple, une bonne plaidoirie aux assises, c'est entre 25 minutes et 40 minutes maximum. Il faut être court. Je pars aussi du principe que ce qui est très important, c'est les débats pour convaincre. Les questions qu'on pose à l'occasion de ces débats, les réflexions qui ressortent de ces questions à l'occasion des débats. C'est-à-dire que j'essaye de construire mon raisonnement un peu comme on construit un mur, brique par brique, pierre par pierre. Et à la fin, je mets la charpente. Voilà. Okay. Donc en fait, c'est très cartésien, et surtout, je n'aime pas du tout les digressions, le moins possible de digressions, le moins possible être soi-même au centre des débats, c'est sans intérêt, et vraiment revenir sur l'essentiel du dossier et des éléments d'un dossier. D'accord, donc il y a peu de place au paraître, il n'y a pas de questions socratiques, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de ponctuation. Si, il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir des situations cocasses en audience, il peut y avoir des... Dans la plaidoirie même que vous faites, vous placez déjà un brin d'humour ou vous le faites en fonction du ressenti de la situation? Dans le temps d'audience, si vous voulez, au moment de l'audience. Alors, je pense qu'un bon avocat, de toute façon, il sent les choses. Il a une intelligence situationnelle. S'il n'a pas d'intelligence situationnelle, c'est catastrophique. Ça se travaille aussi. Certains appellent ça de l'empathie. Enfin, il doit avoir une empathie d'audience où il ressent les choses. C'est-à-dire que même dans des dossiers très difficiles, comme une affaire Daval, il y a eu des moments où la cour d'assises a ri. Même si l'ambiance était terriblement tendue, vous vous en doutez. Vous pouvez nous donner un exemple où vous n'en avez pas en tête? Non, comme ça, j'en ai pas en tête. Mais c'est plus compliqué quand on est avocat d'accusé, de devoir gérer ce genre de situation. Déjà, quand on est avocat d'accusé, on n'est pas accusé soi-même. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai tué personne. Oui, mais vous défendez quand même. Je le défends. Après, ça dépend aussi beaucoup du président, par exemple, de la cour d'assises. Vous avez des présidents de cour d'assises qui ont beaucoup d'humour. Le président de la cour d'assises qu'on a eu dans l'affaire Daval, Monsieur Husson, Mathieu Husson, est un président qui a beaucoup d'humour, même un peu un humour pince-sourire, ce qui donnait lieu parfois à des moments très, très amusants, très caustiques. Tous les présidents n'en ont pas. Mais après, c'est ça aussi, il faut une intelligence d'audience. C'est-à-dire que si vous avez un président qui n'a pas d'humour, ça ne sert à rien d'en faire. Moi, je me mets à la place de la victime. Si l'avocat fait une blague, forcément, quoi qu'il arrive, je vais être fermé et je vais toujours trouver le côté négatif et je vais dire, mais il est là pour faire rire la galerie, etc. Donc c'est compliqué aussi, non? C'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'audience où effectivement, il peut se passer des choses. C'est pas des blagues, c'est pas des one-man shows, c'est pas du stand-up qui se passe. C'est des moments d'audience où effectivement il va se passer quelque chose qui va faire rire et dans lequel on participe ou on ne participe pas. Mais il arrive parfois qu'on participe aussi à une certaine hilarité. En même temps, quand ça dure autant de temps aussi, c'est normal que il y a beaucoup de tension. Ça se relâche. Parfois le rire, effectivement,
aide un petit peu à détendre tout ça. Vous avez déjà vécu un fou rire en pleine audience? Oui, je l'ai vécu avec mon ami Samuel Estève, qui est avocat à Dijon, dans un gros procès d'assises qui était suivi au niveau national. C'était un curé accusé de viol. Et à un moment dans le procès, on a été pris d'un fou rire, on est sorti de la salle d'audience. On vous a fait sortir ou vous êtes sorti de vous-même? On est sorti, ce qu'on ne fait pas d'habitude. D'habitude, il n'y en a qu'un sur les deux qui sort quand on fait un procès ensemble. On a fini aux toilettes, enfermé dans les toilettes pendant 15 minutes. Il y a eu une suspension d'audience, on ne pouvait plus sortir, tellement on riait. C'était un fou rire nerveux. Comment le président l'a pris? Le juge l'a pris? Très bien, non, très bien, honnêtement, très bien. Bon, après, voilà, c'est un président qui savait comment on travaillait, etc. Il a bien vu qu'il s'était passé quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a provoqué chez nous un fou rire. Alors, c'était impossible de reprendre l'audience pendant 15 minutes. Alors, pour pas qu'on nous voit, on s'est enfermé dans les toilettes. On était les deux dans les toilettes. Là, c'était trop. À un moment dans le procès, c'était trop. Bon, voilà, c'est très exceptionnel, évidemment. Voilà, ça peut être très, très mal perçu. On passe à la troisième question. Alors, on en est où là? Un parcours original. Un parcours original. Alors, pourquoi devenir avocat? Par hasard. Par hasard, Et c'est vrai. Hein, en fait, j'étais étudiant à la fac de droit, je ne savais pas ce que je voulais faire. L'immobilier, le notariat, enfin tous ces trucs-là, je regardais les assurances. Bah, surtout qu'à 24 ans, on a envie forcément de travailler. On n'a plus envie d'aller en études. Voilà, tout ce que oui, mais moi, je venais du monde du travail. Je travaillais toujours quand j'ai fait mes études. J'ai toujours travaillé en faisant mes études. Donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et en licence de droit, ou maîtrise de droit, je passe devant un panneau. Moi, je m'occupais de la cafétéria de la faculté de droit à l'époque. J'étais président de la Corpo. Et je vois écrit examen du CRFPA, avec une flèche en bas. Et je demande à un copain, je lui dis, qui est magistrat aujourd'hui. Et je lui dis, mais dis, c'est quoi ce truc-là? Et il me dit, c'est l'examen pour devenir avocat. Ah bon? Si on le passe à la fac? Bah oui. Je dis, super, je vais m'inscrire. Il faut faire la licence d'abord. Non mais... Et l'année d'après, je me suis inscrit pour passer l'examen, parce qu'on le passait à la fac. Je trouvais ça génial, de passer l'examen directement à la fac. C'était le seul examen qu'on passait à la fac. C'est pas compliqué à 25 ans, vous avez commencé à 25 ans les études de droit? Non, j'ai commencé, je devais avoir, je sais plus, 23 ans. À 23 ans, ok. Bah, ça reste quand même assez tard dans la vie. Surtout, je crois que vous avez eu des enfants tôt, non? Non, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 28 ans. Ah, vous veniez de finir, non? La fac? J'étais sur la fin de la fac. Non, okay. Mais oui, j'ai pris tard la fac, mais j'arrivais du monde du travail, c'était un choix. Parce que gérer à la fois les études de droit, qui sont assez compliquées, en même temps avoir un travail et en même temps avoir un enfant, ça doit pas être une partie de plaisir de tout repos. Je pense qu'il y a un âge où tout est facile. C'est quel âge? Je pense que jusqu'à 40 ans, la machine a tellement d'énergie que ça pose pas de problème. Et là, vous êtes un peu en baisse ou... Là, j'ai 54 ans, la machine est moins bonne. On paye un peu les excès. Non, elle se fatigue gentiment. Je ne savais pas qu'on vieillissait. Il faut faire un peu de sport. Je pensais qu'on était éternel, j'en fais. Je pratique les arts martiaux toujours. On va parler de ça. Je marche beaucoup. On va parler de ça après. J'en fais toujours. Mais oui, le dynamisme n'est plus le même. Mais je pense qu'il y a un âge, on peut tellement encaisser que voilà, faut pas y aller à l'économie. Quelles que soient les activités qu'on a, on peut y aller, quoi. Est-ce que vous avez des modèles d'avocats? C'était pas une aspiration de devenir avocat. Donc j'avais pas de modèle dans ce métier-là. Je me rappelle même, quand je devais avoir 18-19 ans, on parlait de métier, ma mère a dû me dire un jour, toi tu devrais faire avocat. Je lui ai dit certainement pas. J'ai aucune envie d'être avocat, qu'est-ce que c'est que ce métier? Vous connaissez pourtant Jacques Vergès quand même. Enfin, vous connaissez. J'ai pas d'admiration pour... Enfin, c'est pas un modèle, Jacques Vergès. Ouais. Je l'aime bien. Ouais. J'adore le personnage, je l'adore. J'aime beaucoup Jean-Marc Flan. Il y a des avocats que j'aime bien. Mais c'est pas des modèles. Je peux pas dire que j'ai eu de modèle. C'est pas vrai. J'ai pas eu de modèle. Je suis pas rentré dans ce métier-là adoubé par qui que ce soit. D'abord, je leur ressemblais pas. Ils étaient tous en costume, cravate. Moi, je suis arrivé très différent. J'étais pas du milieu. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Dupond-Moretti, je pense pas qu'il était. Je pense que j'étais même assez rejeté. J'aime beaucoup Dupond-Moretti comme avocat. Vous êtes de la même génération, je crois, non? Non, il est de la génération juste avant. Il a prêté serment
15 ans avant moi. Donc, Vous l'avez croisé dans les tribunaux alors? Je l'ai croisé une fois, mais par hasard, Okay. il y a très longtemps. Je ne lui ai jamais pas. Si, je lui ai parlé, mais au téléphone sur une affaire il y a très longtemps. On ne se connaît pas. Je sais pas. Mais voilà, c'est un avocat, lui, qui m'a interpellé parce que il était dans la modernité de ce que devaient devenir les avocats à l'audience. La façon d'intervenir, la façon d'interroger, la façon de contre-interroger, le côté très irrévérencieux qu'il faut avoir aussi, ne pas accepter la machine. Ça, ils l'avaient. Ils sont très très peu à l'avoir. Et effectivement, c'est pas un modèle, mais c'est quelqu'un qui m'a interpellé sur sa pratique professionnelle. J'aurais beaucoup aimé le voir travailler, parce que je pense que j'aurais eu des choses à apprendre en le voyant travailler. C'est ce qui m'a interpellé chez lui. Jean-Marc Florent, pareil, on est sur un certain niveau. Jean-Yves Le Borgne, j'adore. Excellent, Jean-Yves Le Borgne. Mais après, il y en a plein que j'aime beaucoup, Thomas Bidnick, etc., qui sont remarquables. Mais un modèle, non, j'ai pas eu de modèle et j'ai pas eu de vocation. Est-ce que votre vision de la justice a changé depuis votre prestation de serment? Alors, oui. Si c'était à refaire, vous l'auriez fait? J'ai toujours pensé que la justice était juste avant de prêter serment, et je sais aujourd'hui qu'elle ne l'est pas. Je sais aujourd'hui à quel point elle est faillible. Corrompue? Non, je sais pas corrompue. Je n'ai pas vu de juge corrompu, je n'ai pas eu à faire une justice corrompue. J'ai eu parfois à faire une justice approximative. J'ai eu à faire parfois une justice qui ne juge pas, mais qui croit. Elle n'est pas plus juste qu'avant. Et je pense que cette représentation de la justice très aveugle, avec une balance qui s'équilibre et se déséquilibre constamment, est assez juste. Après, la justice, elle n'est faite que d'hommes et de femmes. Il y a des magistrats compétents, il y a des magistrats qui travaillent beaucoup, il y a des magistrats sérieux, il y en a qui ne le sont pas. Tout dépend aussi sur qui vous tombez quand vous êtes jugé. Il y a des magistrats qui appliquent le droit de façon scrupuleuse, il y a des magistrats qui appliquent la morale. Leur morale, ça c'est encore pire. Donc en fait, tout est possible quand on passe devant un tribunal. Moi, il y a deux endroits qui me font peur, c'est le palais de justice et l'hôpital. Plus l'hôpital quand même? Eh ben non, les deux pareil. Parce que ça peut détruire complètement une vie, la justice. Est-ce que vous pensez que la justice va siaïser? J'ai déposé le terme. Oui, je connais pas ce terme-là. Alors siaïser, ça veut dire qu'elle serait plus rendue par l'intelligence artificielle, un peu moins de... Ah, ouais, je comprends pourquoi je ne connais pas cette... Je viens de l'inventer, donc c'est normal. Je me disais... La justice, elle va siaïser ou pas, à votre avis? Mais on a déjà recours, par exemple, à Anacrim, un logiciel... pour les avocats? Pour les enquêtes. Pour les enquêtes. Pour les avocats, il commence à y avoir des applications chez les logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. On va y aller, hein, de toute façon. Dès qu'on a une évolution, on y va en courant. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, on y va. Mais on ne remplacera jamais, à mon sens, le jugement humain. Si on y arrivait, on rentrerait dans autre chose. C'est-à-dire que si c'est l'intelligence artificielle qui juge l'être humain devient subsidiaire. Dans l'intelligence artificielle, par contre, ce qui devient terrible, c'est qu'on est capable d'aller très très loin dans l'aliénation des personnes. C'est-à-dire que la notion même de liberté, la notion même de démocratie sont des notions qui, actuellement, hein, je trouve, partent complètement en lambeaux. Ouais, c'est clair. Complètement en lambeaux. On nous a transformés en des esclaves dociles. Dans une gentille dictature démocratique. Il n'y a pas besoin d'être méchant avec les gens. Il n'y a pas besoin de leur faire du mal. Il n'y a pas besoin de leur tordre de bras. Vous leur mettez un gros crédit. Vous leur mettez des grosses obligations fiscales. Vous leur mettez des grosses obligations à tous les niveaux. Et vous faites d'un jeune chef d'entreprise de 25 ans le mouton parfait. Et on vous dit, non, mais vous êtes libre et dans une démocratie libre. Il faudrait redéfinir ce que veut dire liberté et redéfinir ce que veut dire le mot démocratie dans notre pays. Après, pour la démocratie, on parlait d'IA, mais pour la démocratie, c'est un autre sujet. C'est le seul secteur, d'ailleurs, de la société qui n'a pas encore évolué. Donc, je pense qu'on va pas tarder à y arriver. Oui. Et je voulais vous poser une autre question, mais rien à voir avec le droit.
est-ce que vous pensez que ça serait intéressant que les arbitres de foot soient remplacés par l'IA? Par exemple, un hors-jeu, c'est l'IA qui dit qu'il y a un hors-jeu. Parce que si on part de ce principe-là, si vous dites oui, on pourrait dire la même chose pour la justice avec le juge. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai connu les matchs de football Il y a avec déjà, l'arbitre ouais, il y a déjà la VAR, hein. à la télé, c'est-à-dire. Et puis, à une époque, il y a eu le ralenti pour aider un peu l'arbitre. Et puis, à une époque, il y a eu tous les écrans combinés, etc., pour aider l'arbitre. On ne peut pas l'aider plus. Donc, pourquoi remplacer celui qui juge par On peut l'aider une plus. abstraction qui juge? On peut le faire. Mais pourquoi vouloir le faire absolument? On peut remplacer l'humain partout. Mais si l'humain n'a plus aucune place, alors il faut redéfinir la place de l'humain. C'est très dur pour les jugements. C'est très dur de juger. C'est très dur pour la responsabilité de l'homme de juger, en fait. Parce qu'il se fait incendier après s'il fait une erreur. Oui, Ça- mais Sa vie professionnelle est en danger. alors c'est vrai qu'avant, on Regardez avait Tony ce fameux- Chaperon. ce film À mort l'arbitre avec Eddie Mitchell qui est extraordinaire. Ça a toujours existé, ça a toujours été ça. Mais c'est bien que ce soit un peu dur pour les hommes. Hein. Ok. C'est bien que tout ne soit pas facile. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de juger, mais c'est un métier, on le choisit, c'est une fonction, c'est une charge. Tout le monde n'est pas arbitre, tout le monde n'a pas les capacités à être arbitre. Il y avait un consensus avant à reconnaître que certaines personnes avaient des compétences, avaient une autorité pour rendre des décisions et rendre des jugements. Bien sûr qu'il y a des erreurs, bien sûr que le juge est faillible, comme n'importe quel être humain est faillible. Mais je vous dirais aussi que les machines le sont. Hein. L'intelligence artificielle n'a rien d'infaillible, elle a ses dangerosités aussi, et donc il faut l'accepter. Il n'y a pas de société parfaite, il n'y a pas d'humain parfait, il n'y a pas de système parfait. Je trouve qu'on n'accepte plus l'erreur. Après, quand la une technologie dit qu'il n'y a pas but, il n'y a pas but. Quand la VAR montre des images, ça permet au jugement de l'arbitre de se prononcer un peu plus sur quelque chose de juste. Vous voyez, c'est tout le problème du progrès. C'est-à-dire que... Ah, on y va, hein, de toutes les façons. Donc je pense qu'on c'est est... comme dans ce qu'écrivait Aldous Huxley, on y va. On y va de toutes les façons, bien sûr. On crée, on y va. Mais est-ce que je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne pas se poser à chaque fois la question, quand il y a une évolution ou quelque chose qui est créé, une innovation, il y a comme une tablette, un téléphone portable puis un smartphone, est-ce que cette innovation va rendre les gens plus heureux? On part sur la 4e question. Proximité ou détachement? Peut-on devenir ami avec des gens peu recommandables au regard de la société? Ni l'un ni l'autre. Ni proximité, ni détachement professionnel. Professionnel, comme un médecin. Ouais, mais il y a des moments où c'est plus fort que vous. Quand vous défendez quelqu'un, il y a un moment où peut-être que ça peut basculer par émotion, par empathie, et du coup ça vous rentre dans une certaine catégorie de son entourage. Si ça m'arrivait, je n'interviendrai plus dans l'affaire. Voilà. Si je Vous êtes froid avec le client? Non, c'est pas que je suis froid, c'est que je m'intéresse uniquement à une chose, c'est sa défense, l'efficacité de sa défense. Le reste. Et je défends aussi les gens que je n'aime pas, hein, que je n'apprécie pas, pour qui j'ai aucune empathie, aucune sympathie. Mais Est-ce que ça vous donne envie de bien le défendre? Oui, ça change rien. Ma défense sera la même. Parce que j'ai une certaine idée de ce qu'est la défense, de ce qu'est notre mission d'avocat de défense, et que c'est pas, je fais pas ça pour faire plaisir, je fais pas ça pour être aimé par la personne que je défends. D'accord. Et j'ai des fois des gens qui n'ont aucune reconnaissance. Je me rappelle d'un acquittement complètement incroyable qu'on avait eu avec maître Chloé Bonnat, une avocate de Dijon, pour quelqu'un qui n'a jamais témoigné, mais la moindre reconnaissance que ce soit. C'est pas grave. Vous préférez en réalité de toute façon? La reconnaissance, pour moi, c'était le résultat obtenu dans son affaire. Alors, vous avez quand même réalisé une prouesse, parce que vous défendez beaucoup d'accusés, non? Que des accusés? Non. Non. Vous êtes à combien de pourcents d'accusés environ? 80% d'accusés. 80%? Ah, c'est énorme. Ouais. C'est fait exprès? Non. Ou c'est les accusés qui viennent plus vous voir que Non, les victimes? Oui, c'est aussi fait exprès parce que tout simplement, je suis plus à l'aise en défense. Ok. C'est plus mon truc, la défense. Et bizarrement, voilà, vous défendez les accusés. Mais j'aime bien être contre tout le monde. Ouais. C'est une notion que j'aime particulièrement. Ça vous galvanise? Oui, ça me motive.
c'est challenge, Vous gagnez plus quand vous êtes l'avocat des accusés que je l'avocat trouve des que victimes? vraiment, on est vraiment avocat quand on est à la place de la défense. Mais bizarrement, je trouve que vous êtes quand même assez populaire pour un avocat des accusés. Ouais, je sais pas, Qu'est-ce qui explique ça? la coupe de cheveux, C'est possible. Un peu de cheveux blancs, un peu de cheveux blancs, la sagesse. chier. La sagesse, j'en ai pas, je suis toujours aussi bête que quand j'ai 16 ans, j'ai pas beaucoup évolué. Peut-être la sincérité. On sent que vous parlez avec le cœur quand vous parlez médiatiquement. Peut-être, c'est possible, je sais pas trop, mais peut-être qu'aussi je suis resté quelqu'un de mon temps. Mais ça vous titille aussi de choquer parfois, non? Mais bien sûr Ouais. que j'aime bien ça. Dans mon prochain livre, j'ai écrit certaines horreurs. Alors là, on est Pas dans d'ailleurs- celui-là, hein. Ouais. Euh, Là, je vous présente le livre écrit par Maître Schwardorfer l'année dernière, Itinéraire d'un avocat hors norme. Et il y en a deux, hein. Il y a un deuxième, celui-là a été écrit en 2021. ouais, celui-là, Je voulais c'est qu'elle sur se taise. l'affaire C'est Daval. sur l'affaire Jonathan Daval. Euh, Les deux respectent le même code couleur, noir et jaune. noir et jaune. Comment ça se fait, tiens? Il doit y avoir quelque chose de psychologique là-dedans. C'est mon éditeur, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Moi, j'y connais rien. Ok. Non, c'est comme les titres, c'est pas moi. C'est pas vous les titres? Non, non. Comment ça se fait, ça? C'est pas moi du tout. Non, j'ai un éditeur et puis co-auteur Frank Spengler. C'est lui qui choisit, c'est son métier. C'est le fils de Régine Desforges. D'accord. Frank Spengler, qui est une très grande écrivaine française. 10 affaires criminelles incroyables, laquelle vous la considérez comme la plus incroyable, d'ailleurs? La plus incroyable, pour moi, c'est l'affaire Péchier, mais dans ces affaires-là que je cite, il y en a plein, elles le sont toutes. Elles m'ont toutes marqué, en tout cas. Mais c'est vrai que j'écris des choses qui sont choquantes, je le sais, qui sont pas du tout dans l'air du temps, mais parfois délibérément. Vous n'avez pas choquantes. peur par rapport au barreau, par rapport au conseil de l'ordre? On m'a tout fait, hein, donc on peut pas me faire plus que ce qu'on m'a fait. Je suis un avocat honnête, je vois pas trop ce qu'on peut me faire de plus. C'est quoi la pire chose qu'on vous ait faite? Ah mais on m'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. C'est ça la pire. On m'a quand même renvoyé devant la cour d'appel Vous auriez pu, en disciplinaire. J'ai été jusqu'en cour de cassation. vous auriez pu être suspendu un an de vos Mais j'aurais fonctions pu aussi. être hein. radié. Ça aurait pu être pire. Hein. Mais d'ailleurs, à l'époque, j'ai eu plusieurs enquêtes déontologiques. C'est pas facile de gérer ça, non? Bon, c'était quand même pénible. Hein. Donc j'ai failli être suspendu plus d'une fois alors que je faisais que mon travail. Mais c'est vrai que j'avais une façon de le faire qui était singulière. Vous en parlez dans un de ces livres ou... Assez peu, oui, j'en parle, mais assez peu parce que je suis pas un traumatisé, je suis pas une victime. D'accord. Voilà, je suis victime de personne. La seule personne qui m'a vraiment créé du tort dans ma vie, c'est moi. C'est moi. Ok. Et je constate une chose, c'est qu'en général, les gens sont toujours leurs propres fossoyeurs. On accuse toujours les autres de vous créer du tort et on se trouve toujours des excuses. Mais en réalité, il suffit de se regarder un petit peu pour voir que son seul ennemi dans la vie, c'est soi-même. Et ben on va vous regarder un petit peu avec la dernière question alors. Les échecs pour Maître Batik. Et vous, quel est votre loisir préféré? La seule chose qui m'a emballé, enfin, j'ai fait de la danse classique quand j'étais jeune. Ça n'a Jusqu'à pas l'air de l'âge vous de ressembler 12 ans. d'ailleurs. Hein. Mais pourtant, si, à l'époque. Ok. J'étais un petit rat. Ah, c'est comme ça qu'on appelait ça. Et puis, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé la boxe française. Les arts martiaux m'ont passionné. Vous faites encore aujourd'hui des inventions? Toujours. On a le temps en tant qu'avocat? Alors, j'en fais peu De Besançon. par rapport à avant. En moyenne, jusqu'à l'âge de 30 ans, 10-12 heures par semaine. Donc, ça Encore faisait- aujourd'hui? Non, pas Non, aujourd'hui. là, actuellement, si je m'entraîne 1h30 dans la semaine, c'est le bout du monde. 12 heures par semaine? Mais après, c'est un mental, c'est une façon d'être. On s'entraîne plus non plus de la même façon. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis pas dans quelque chose de sportif, je suis dans quelque chose de très martial. Donc, j'ai un de mes fils, Aaron, qui est passionné aussi par ça, lui, qui fait beaucoup de MMA. Ça Ok. a changé, les codes ne sont plus les mêmes. Et c'est remarquable aussi la MMA. Donc, moi, j'ai vu naître la MMA quand j'étais jeune, dans les années 90, avec la cage et les frères Gracier. Mais c'est une grande passion. C'est pas problématique de faire ce type de sport quand on est avocat, parce qu'on a une image aussi à présenter en public face au juge. Avoir une gueule cassée, c'est peut-être compliqué. Dans l'art non, martial, c'est pas de la boxe. Vous prenez pas de coups L'art martial, c'est très traditionnel. La choreo, C'est avec un le casque, jiu-jitsu. c'est ça? Non, vous voyez l'aïkido, par exemple, ça ressemble beaucoup plus à de l'aïkido
mélange d'aïkido et de karaté qu'à de la boxe ou qu'à du MMA ou autre. Donc moi, je reste dans l'art martial très traditionnel. Le sabre, etc., le travail du bâton, du bo. D'accord. Donc je suis pas du tout dans quelque chose de fight. Quand j'étais plus jeune, je faisais aussi beaucoup de karaté juste pour fighter. Voilà, j'adorais ou de la boxe juste pour me. Le karaté qui n'est plus une discipline olympique. Non, mais ça c'est scandaleux. C'est remplacé par le breakdance. Mais non, mais ça me va très bien le breakdance. Je l'ai vu naître dans les années 80. Ouais, vous étiez dans la danse. Enfin, exclure le karaté des Jeux Olympiques, franchement, faut m'expliquer pourquoi. Enfin, Vous regardez un peu le sport à la télé? Parce que non, assez peu. Si vous aimez pas le foot, il reste plus grand chose. Le cyclisme, j'adore le Tour de France. J'ai grandi avec ça, le Tour de France, j'aime beaucoup ça. Je regardais à une époque un peu la Formule 1. Mais non, je regarde uniquement le Tour de France. Et puis, bon, j'ai été passionné de tennis aussi quand j'étais jeune, mais c'est vrai qu'après, j'avais les joueurs de ma génération. Maintenant, c'est un peu passé. Maître Schwerdorfer, j'étais ravi de vous accueillir pour cette première. Eh ben, c'était très, très intéressant comme interview, très sympa. Eh ben, merci beaucoup, c'était un grand plaisir, on a passé un super moment. Donc, j'espère qu'on se reverra. Eh ben, avec grand plaisir, on se refera ça pour le prochain micro. Pour les prochaines élections. Pour les prochaines élections.